Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du Festival Travelling 2023 réalisé par Arnaud Vasmer, et c'est un projet virtuel qui va à présent nous intéresser. Une autre manière de voir et de faire des films, voire même des films fantômes qui vont pouvoir trouver une réalité, ou en tous les cas leur histoire vont pouvoir être racontées. Nous allons en parler en compagnie d'Oriane Hurard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice chez Atlas, alors comment on dit V Atlas V ou Atlas 5, comme on veut. Voilà, Atlas V, une société qui crée des films et des expériences immersives. Voilà, en quelques mots, au-delà de ce que vous avez dit, quel est le principe de cette société, qui est encore une jeune société, parce qu'elle a été créée en 2018, mais quelles sont vos réalisations et dans quel sens vous allez ? Elle a été créée même en fin 2017, très exactement. Donc on vient de fêter nos 5 ans. On est aujourd'hui effectivement une société qui se veut leader sur un marché très précis qui est les œuvres immersives. Donc ça comprend les œuvres en réalité virtuelle, des œuvres également en réalité augmentée qu'on peut voir avec aussi des casques, des lunettes ou des téléphones, mais aussi des œuvres immersives comme toutes les expos immersives qu'on voit aujourd'hui fleurir à travers le monde dans les musées. Donc on essaye de réinventer un peu une manière de raconter des histoires. On part toujours de l'histoire et de voir comment on peut la raconter à travers le meilleur médium pour ça. Et notamment l'histoire que vous a proposée Clément Deneux, qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de Missing Picture. C'est une série documentaire en 5 épisodes. Vous en présenterez lors du festival Travelling. Et c'est vous qui vous êtes intéressé aux films fantômes, puisque si l'histoire du cinéma est composée de films qui ont abouti, qui ont été réalisés, elle est aussi faite d'idées qui se sont perdues en cours de route, ou en tout cas qui, pour différentes raisons, n'ont pas trouvé leur réalisation sur les écrans. C'est l'une des propositions qui sera présentée et dans la journée professionnelle Medby qui a été offerte à Atlas 5, et puis dans ces rendez-vous ouverts à tout le public. Mais Clément Deneux, puisque Oriane Hurard a parlé de la spécificité d'Atlas V sur notamment la dimension immersive, la dimension virtuelle, vous, c'était dès le départ, dès l'origine, dès la volonté de faire des films fantômes, il y avait cette forme qui vous est apparue ? Alors, le projet vient au départ d'une première série qu'on avait réalisée dès le départ pour Arte, qui s'appelait Jamais sur vos écrans, mais qui était une série d'entretiens, on va dire classiques, avec des réalisateurs qui racontaient l'histoire d'un film non réalisé. Et on a fait comme ça une dizaine d'épisodes. Et le producteur avec qui je travaillais à l'époque, qui a ensuite a créé donc Atlas 5, qui s'appelle Antoine Quérol, on a discuté de projets qui pouvaient être faits en VR, en réalité virtuelle. Et il nous avait semblé que c'était très intéressant de reprendre ce concept-là, donc de réalisateurs qui racontent un film qu'ils n'ont pas pu réaliser, et de l'appliquer à réalité virtuelle, parce qu'on pouvait alors en fait créer ce monde virtuel du film qui n'existait pas, et sortir uniquement de l'interview, de l'entretien du réalisateur et de juste sa voix, et de pouvoir donner au spectateur une sorte d'aperçu du monde fantôme de ce film qui n'existera jamais. C'est-à-dire qu'ils avaient des images dans la tête, et le film et la réalité virtuelle vous permettent de donner en tous les cas un aperçu de quelques-unes de ces images ? C'est ça, soit on part de travail qui existe, c'est-à-dire de storyboard ou d'images qui ont été déjà mis en place par les réalisateurs, par l'équipe qui ont travaillé sur les films, soit on part de zéro, c'est-à-dire juste d'un scénario ou d'une rencontre avec un réalisateur et une réalisatrice, et on met en place comme ça une sorte d'univers fantôme dans lequel on intègre le réalisateur qui raconte cette histoire. On aura l'occasion d'y revenir. Oriane Hurard, je reviens vers vous pour Atlas V, par rapport à tout ce que vous avez dit. Alors Atlas V, Clément dit Atlas 5, et si on était anglo-saxon, on dirait Atlas 5, mais rassurez-vous, chers auditeurs, c'est la même chose. On parle bien de la même chose. Pourquoi est-ce ceci qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire les mutations numériques, c'est-à-dire ces autres manières de regarder des films et de faire et de penser des films ? En fait, aujourd'hui, on est plusieurs producteurs et productrices. On est 4 ou 5 dans une équipe de une quinzaine de personnes à Paris et une dizaine de personnes à Lyon, puisqu'on a aussi à Lyon un studio d'animation qui est devenu un studio VR au fil des années, avec qui on travaille de manière privilégiée, qui est donc une filiale d'Atlas, Albion.
On vient tous en fait du monde audiovisuel, on va dire entre guillemets traditionnel, du cinéma ou de la télévision. Moi, en l'occurrence, j'ai fini mes études au moment où le terme transmédia était sur toutes les bouches, et notamment chez les diffuseurs français. Donc avec cette idée de pouvoir immerger un peu plus le spectateur dans les histoires qu'on lui racontait à travers plusieurs médias, parfois de la participation, parce que c'était au moment aussi où il y avait toute cette idée d'interaction et de participation, y compris face à des programmes télé, face à des projets d'application sur son téléphone ou de social media. Et la VR, elle est arrivée là-dedans, en une sorte de continuum de ça, où là, l'immersion, elle était immédiate. Il suffisait de poser un casque sur la tête de quelqu'un et de le retrouver vraiment et de le plonger dans un environnement onirique, virtuel, interactif ou non, animé ou non. Mais voilà, il y avait plein de modalités. Mais en tout cas, il y avait cette promesse d'immersion qui est celle comparable à celle que je retrouve de ce que j'ai l'impression qu'a pu être le début du cinéma, dans l'idée d'être dans une salle fermée, dans le noir, dans l'écran, sans possibilité d'interrompre le film, de sortir, toujours sortir de la salle, mais c'est quand même relativement rare, sauf si vraiment on déteste le film. Il y a des films qu'on connaît ça, ouais. Mais enfin, voilà, il y a cette sacralisation de l'espace où là, le casque VR vous rend pour un moment vraiment presque une éponge face au contenu qu'on raconte. Et nous, en termes de producteurs, c'est aussi ce qui nous a excités, de se dire qu'il fallait qu'on réinvente aussi une manière de fabriquer ce genre de contenu, de les concevoir, de les écrire, de les produire et puis même de les distribuer, parce qu'on a aussi créé une filiale de distribution. Au bout de quelques années, on s'est rendu compte que personne faisait le travail de distributeur, exploitant, vendeur de nos projets, qu'on devait le faire nous-mêmes. Et donc, on a créé une équipe spécialisée là-dedans. Et donc, voilà, ça qui nous excite aussi, c'est d'inventer un métier à partir de choses qui sont vieilles comme le monde, qui sont raconter des histoires. Justement, comment est-ce que ça change véritablement la manière de raconter l'histoire ? Parce que vous avez parlé, il y a la question de l'immersion, et puis un mot qui est très à la mode, c'est le mot de l'expérience. Donc là, vous donnez une autre expérience sensible de regarder les films, de voir les films qui n'ont pas pu être faits avec Clément Deneux. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la manière de penser un film ? Je pense que c'est déjà une expérience qui est, là, si on vraiment se concentre sur la réalité virtuelle, qui est spatiale. C'est-à-dire que là où un contenu audiovisuel classique est forcément cadré, donc il est pensé par un réalisateur avec un cadre, et donc qui dit cadre dit hors-champ. Il y a tout un, voilà, il y a un travail de montage pour donner à voir ou à entendre ou non ce hors-champ. Et en réalité virtuelle, sur le papier en théorie, on est donc à 360, on peut tourner autour de nous, et donc pareil, en théorie, on peut se dire c'est le spectateur, c'est l'utilisateur, l'utilisatrice qui va faire son propre montage, qui va décider où regarder. En réalité, il y a aussi de la mise en scène dans toute œuvre en réalité virtuelle. Et donc finalement, ça peut-être que je peux passer le micro à Clément, on a des manières très précises de dire aux spectateurs, aux spectatrices de regarder là où on veut qu'ils regardent, par le son, l'image, etc. Justement, Clément Deneux, comment est-ce que vous, et puis parce que c'est une série de 5 documentaires, mais réalisés par des réalisateurs différents, donc comment chacun a pensé la place du spectateur par rapport à ses propres envies et par rapport à vos envies, vous, de raconter une histoire et de transmettre des émotions? Alors, c'est moi qui ai réalisé les épisodes, et en fait, les réalisateurs, réalisatrices étaient... eux ont raconté le film, et ensuite nous on a essayé de l'incarner visuellement et essayer d'être le plus juste par rapport à l'univers de chaque cinéaste et l'histoire en particulier. Et par rapport à la question de raconter une histoire en réalité virtuelle, c'est vrai que ce que disait Oriane est juste, c'est-à-dire que on se retrouve vraiment au moment du début du cinéma, mais avec des personnes qui ont des émotions ou de vertige ou de rapport très physique à ce qu'ils voient, qui est semblable presque à, on ne sait pas exactement si c'est vrai, mais du train qui arrivait et que les gens partaient de la salle parce qu'ils avaient peur de prendre le train en pleine face, et de se retrouver comme ça à un moment où on peut retrouver ce genre de rapport presque candide ou très fort avec des images. Pour nous, c'est assez très intéressant parce que c'est vraiment tout un langage nouveau qu'il faut mettre en place. Et oui, donc on a un univers comme ça à 360 où on doit guider le spectateur à travers une histoire via des outils de mise en scène et via aussi des spécificités qu'on découvre en créant les œuvres qui ont de la réalité virtuelle, qui vont être plutôt le rapport d'échelle, ce qui n'existe pas par exemple au cinéma, le fait
de pouvoir avoir des choses immenses et des choses minuscules dans le même espace. Des rapports de proximité, de présence. Et donc c'est avec des outils, des effets qu'on découvre aussi en faisant, qu'on arrive peu à peu à essayer de guider le regard et créer l'équivalent du montage cinématographique à travers une expérience immersive. Est-ce que c'est justement à partir de cela qu'à un moment donné, vous avez sélectionné les 5 réalisateurs qui se racontent, Abel Ferrara et puis les autres, sur la manière dont leur univers pouvait se jouer de l'espace, pouvait se jouer de cette place de spectateur? Non, ça c'est venu plus après, c'est-à-dire l'idée c'était vraiment de créer une forme de rencontre entre le cinéma et la réalité virtuelle via ce projet. Aussi à la fois parce que ça nous permettait de incarner les films sans faire du cinéma à la place du réalisateur, comme c'est un médium différent. Il y avait aussi cette possibilité d'un seul coup de pouvoir créer des images sans être en une sorte de concurrence avec le film qui aurait pu exister s'il avait été fait dans le cadre cinématographique. Et non, là, la vraie volonté au départ était de créer une sorte de panorama du cinéma contemporain, en choisissant des gens très très différents, donc à la fois Abel Ferrara ou Naomi Kawase ou Chai Min-Yang, qui sont des réalisateurs avec une œuvre qui est vraiment parfois l'opposé même en termes stylistiques et de narration. Et ensuite l'idée c'était vraiment d'avoir des épisodes qui soient chacun très différents et chacun très très proche de chaque univers. Et donc, c'est de l'animation, hein, mais c'est 5 graphismes très différents. Ouais, c'est-à-dire que la seule constante est la présence du réalisateur via une technique qu'on appelle la capture volumétrique, c'est-à-dire qu'on a capté le réalisateur dans une sorte de studio, comme une sorte de fond vert. Et ça, c'est l'entretien qu'on a filmé avec lui, avec cette technologie-là. Et ça nous permet ensuite de pouvoir créer une sorte d'avatar de ce réalisateur ou de cet acteur qu'on intègre dans un univers complètement en 3D, en animation, qu'on a pu créer de A à Z. Je reprends ce que vous avez dit pour revenir vers Oriane, Clément Deneuve, ce que vous avez dit, on ne fait pas concurrence au film s'il aurait existé. Alors je me permets de reprendre ça, mais en le tordant un petit peu pour que ça arrive dans ma question. Oriane Huard, par rapport au cinéma, à qui est-ce que c'est destiné ces projets-là? Dans quel cadre les regarder? On le voit bien, on le sait aujourd'hui, le public n'est pas complètement revenu dans les salles de cinéma suite au confinement, suite à la pandémie. On sait aussi que le cinéma souffre des concurrences, notamment des plateformes. Est-ce que la réalité virtuelle, se mettre un casque, va aussi ou peut aussi créer un autre espace pour regarder les films? Alors déjà, nous, on a fait des comparaisons avec les débuts du cinéma sur les émotions que ça pouvait procurer, mais je pense que ni toi ni moi n'avons envie de remplacer le cinéma tel qu'on le connaît. On est des grands cinéphiles, on n'aurait pas fait ce projet, et on n'a pas du tout vocation à remplacer et à mettre des casques sur la tête de milliers de spectateurs dans des salles ou des choses comme ça. Donc on pense que c'est... Et il y a eu un peu ces inquiétudes. Là, cette année, on a beaucoup parlé de métavers et ça a généré beaucoup d'inquiétudes. Et je pense que les inquiétudes étaient les mêmes dans les années 70-80, quand la télévision a commencé à prendre beaucoup de place face au cinéma et qu'il y a eu des mesures aussi. On a eu la même chose avec la VHS, on a eu avec tous les modes. Et puis là, avec Internet et la télé était inquiète. Enfin voilà, il y a toujours des technologies et en fait, on voit bien qu'après, ça évolue, ça se modifie. La VHS a disparu. Le DVD quasiment aussi, mais en tout cas ça ne remplace pas l'un, ça se complète, les modes de divertissement, d'expérience se complètent, parfois reviennent comme les vinyles ou des choses comme ça, voilà. Et pour revenir sur cette question, aujourd'hui effectivement nos œuvres elles sont visibles avec un casque de réalité virtuelle. Des casques, il y a différentes sortes sur le marché. Nous, on a spécifiquement pensé la série pour les casques qui sont aujourd'hui les plus populaires, les plus démocratisés. Il y a plusieurs millions d'unités qui ont été vendues à travers le monde et qui sont aussi en plus les moins chers puisque c'est des casques qu'on appelle autonomes. On n'a pas besoin d'un ordinateur ni d'une maîtrise en informatique pour les contrôler. C'est relativement simple. C'est une série qui est cofinancée par Arte et par la BBC, donc il y avait aussi, avec ces deux acteurs de service public un peu historiques, cette volonté de rendre le projet accessible au plus grand nombre, y compris aux gens qui n'ont pas de casque. Donc on a ensuite porté, donc on va adapter le projet à différents supports et notamment à des vidéos 360 qui sont là accessibles sur des players 360 comme par exemple YouTube où vous pouvez regarder soit avec votre téléphone en tournant avec le gyroscope, soit avec votre souris sur votre écran d'ordinateur. Et donc la série en l'occurrence sera disponible sur YouTube à partir du 1er décembre aussi, donc
Et enfin, elle l'est déjà, du coup. Elle l'est déjà, absolument. Pardon, je ne sais plus quand ce sera diffusé ce podcast. Donc, elle est diffusée depuis le 1er décembre sur le YouTube d'Arte, accessible dans toute l'Europe, et sur la chaîne YouTube de la BBC également, accessible côté Royaume-Uni. Vous avez parlé du métaverse, que c'est vrai que ça a été la grande discussion, parce que ça revient actuellement avec un peu un premier bilan que l'on peut faire de l'entreprise de Mark Zuckerberg, Facebook, Meta. On voit bien que ça ne marche pas tellement. En tous les cas, on serait sur 200 000 usagers, malgré les milliards qui ont été investis. On voit bien aussi que la 3D au cinéma, vous parlez d'Avatar, James Cameron, voilà, il va refaire un deuxième Avatar, mais on voit bien que la 3D, elle reste très très marginale. Quelle possibilité justement à ce niveau-là pour le public, pour ces nouveaux modes de fabrication de films? Alors c'est difficile pour moi de trouver une réponse qui pourrait... Enfin, je voudrais pas me lancer dans une comparaison de la 3D au cinéma et du métavers, parce que ça n'a pas grand-chose à voir. Le métavers, sans vouloir forcément abonder dans la vision que Zuckerberg a du métavers, le métavers est une vieille idée en fait théorisée par pas mal de penseurs et même d'écrivains de science-fiction depuis les années 70. Donc c'est ce monde virtuel dans lequel on serait. La vision, on va dire, peut-être commerciale et en tout cas dans un écosystème fermé qu'il en a lui. Je pense qu'il ne faut pas non plus crier à l'échec trop tôt. Je pense qu'il est encore un peu tôt parce que le métavers n'est tout ce qu'on en a imaginé, le fantasme qu'on en a, il n'est pas là exactement, il n'est pas prêt, les gens ne sont pas assez équipés pour y accéder et même quand on y accède, ce qu'on peut y faire n'est pas forcément encore totalement abouti. Mais voilà, je pense que pas crier défaite trop tôt, et je pense que si il investit autant dedans, c'est qu'il y voit quelque chose. Là où au départ, pareil, Facebook, personne n'aurait parié sur le succès d'un c'est pas forcément parce qu'il a réussi une chose qu'il peut tout réussir. Les Google Glass, les Google Glass justement de Google, ces lunettes, elles n'ont pas marché. Je pense qu'elles sont sorties aussi trop tôt, parce qu'aujourd'hui on relance des lunettes, Snapchat relance des lunettes, aujourd'hui la réalité augmentée et toutes les technologies qu'on appelle nous en temps réel, donc qui permet de faire de l'animation qui réagit au spectateur, donc qui permet l'interactivité, la spatialisation dans la VR, etc. Elles sont beaucoup plus abouties qu'il y a 10 ans, et elles le seront encore un peu plus dans 10 ans, puisque c'est des technologies dont le cycle de renouvellement va aussi très très vite, de plus en plus vite, peut-être trop vite, mais c'est un autre débat. Et je crois qu'on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu un effet certainement un peu bulle, et bulle spéculative notamment, mais si on y réfléchit, et aujourd'hui je pense qu'il y a des acteurs qui y réfléchissent de manière plus posée, qu'est-ce que serait un métavers désirable, éthique, inclusif, écologique, et est-ce que c'est tout simplement possible? Donc enfin voilà, ce sont des questions qui sont passionnantes pour aller dans le sens de notre société qui de toute façon va quand même vers du numérique et de la numérisation. Donc voilà, c'est des questions intéressantes qu'il ne faut pas juste limiter à Zuckerberg et à son potentiel échec. Aujourd'hui, là, en 2022, début 2023, je dirais. Oui, mais alors justement, comment est-ce que dans une société de production comme la vôtre, qu'est-ce que ça change de travailler la réalité virtuelle, de travailler l'immersion, de travailler ces autres formes de cinéma de Clément Deneux et puis d'autres réalisateurs, en prenant en compte justement cette donnée économique, parce on change aussi de modèle peut-être de production de films au niveau de l'histoire elle-même, du graphisme, de la technique, mais aussi du modèle économique, parce que si je reviens sur Mark Zuckerberg, les investisseurs non plus n'y croient pas et ne veulent plus investir non plus dans le méta. Alors c'est une très bonne question. La réalité virtuelle telle que nous on l'a conçue depuis le début de la société, elle a été beaucoup faite. Nous les œuvres qu'on a produites, elles ont été préfinancées un peu comme un modèle finalement audiovisuel traditionnel. On a travaillé énormément et on continue à travailler avec Arte sur des projets comme Gloomy Eyes ou Battlescar qui ont été important au moment où on les a lancés. Missing Pictures, donc comme j'ai déjà dit, c'est aussi, ça a été lancé par Arte et ça a été initié avec Arte en 2018. Et pourquoi on a mis 4 ans à la produire, cette série? Bon, il y a eu une pandémie au milieu, mais il y a eu la question du casting qui a été quelque chose qui a été long à trouver, de convaincre les cinéastes de parler de films qu'ils n'ont pas fait. C'est parfois douloureux, c'est parfois synonyme d'un échec, donc c'est
pas évident de les avoir poussés à parler de ça, de les convaincre d'évoquer ce sujet. Et ensuite, il y a eu aussi la question du financement. C'est que la contribution d'Arte, elle a été essentielle parce que ça a été le premier financement du projet. Mais derrière, une série comme Missing Pictures, elle coûte assez cher à faire. Et il a fallu la financer. Et on est allé chercher plein d'autres financements publics dans d'autres pays. Missing Pictures, c'est une coproduction de 5 pays en tout. Donc on est allé chercher des fonds publics à Taïwan, en Corée du Sud, au Luxembourg, et donc la BBC au Royaume-Uni. Et tout ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aller déposer des dossiers, attendre les réponses, éventuellement on est à journée, on redépose. Enfin, il y a eu 1 an et demi de financement, et c'est un peu le cas sur les projets comme ça, nos projets un peu soit à visée quand même un peu éducative, pédagogique. Là, on parle finalement, c'est un documentaire culturel. On a aussi d'autres œuvres sur des sujets. On a sorti l'an dernier On the Morning You Wake, qui est une œuvre qui est un documentaire immersif sur le danger de l'armement nucléaire et donc de la prolifération des armes nucléaires dans le monde. Là, en ce moment, moi, je produis un projet sur l'aphasie, donc sur cette affection qui touche les gens après un AVC, qui empêche le cerveau de connecter correctement à la parole et à l'écriture. Donc tout ça d'une vision très artistique, aussi, toujours vue par des auteurs et des autrices. Mais c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents à vendre. C'est des œuvres qu'on diffuse gratuitement, parce que ce projet-là sur l'aphasie, c'est avec France Télévisions. Les autres qu'on fait avec Arte, ça a été aussi diffusé gratuitement en ligne. Donc c'est des sujets importants, mais qui sont donc difficiles et longs à financer, à fabriquer. Et à côté de ça, on produit des œuvres un peu plus commerciales, où là l'idée c'est de les distribuer de manière payante sur les stores de VR. Donc en ce moment là on est en train de terminer Wallace et Gromit en VR, qu'on a fait avec le studio Hardman, qui sera en ligne bientôt, on espère. Et donc voilà, on arrive, et ça a été financé par Meta, donc directement pour finalement alimenter leur plateforme avec des contenus neufs, innovants, et là en l'occurrence avec une franchise aussi qui est mondialement connue, etc. Donc on a ce double modèle économique de projets plus avec du financement privé, d'autres avec du financement public, et c'est comme ça qu'on arrive à faire nos œuvres, mais tout ceci reste encore assez artisanal. Je précise juste pour l'histoire du nucléaire que vous avez cité, Oriane Nurars, parce que vous montrerez 2 films à Travelling. Il y a effectivement celui de Clément Deneuve, et puis il y a On the Morning You Wake, documentaire pour raconter la peur qu'a gagné les habitants d'Hawaï en 2018 quand on leur a dit qu'il y avait un missile qui fonçait droit sur leur archipel. Mais je reviens avec vous, Clément Deneuve, justement sur le casting dont parlait Oriane, la difficulté aussi à convaincre ces réalisateurs de parler de ces films qui n'ont pas pu aboutir, parce que parfois c'est des histoires douloureuses, c'est des projets dans lesquels ils ont beaucoup cru, beaucoup investi, et puis faute de financeurs, faute de plein de raisons, ils n'ont pas réussi à trouver. Abel Ferrara ou Naomi Kawase, qu'on connaît surtout pour Les Délices de Tokyo. Comment vous les avez choisis et comment vous les avez convaincus? Alors c'est presque plus eux qui nous ont choisis, parce que en fait il y avait à la fois, ce qui était compliqué, c'est de parler de ces sujets, et aussi le niveau d'investissement qu'on leur demandait, c'est-à-dire que c'était pas une interview qui allait durer 2 heures dans un hôtel et puis ensuite on se revoit plus jamais. Là il y avait des interviews qui duraient longtemps, puis ensuite des journées de tournage sur les fonds verts dont je parlais, et ensuite une forme de collaboration, même lointaine, où on pouvait envoyer des éléments qui validaient ou non, ou de discussion. Et donc il y a comme ça, à la fois même en termes de planning, juste des gens qui sont très très occupés. Et aussi la VR qui reste quand même un médium qui est peu connu, même pour des gens comme ça, très très au fait de ce qui se fait en technologie. Et donc ça a été un peu effectivement un parcours de combattant pour arriver à faire lire le projet, à discuter et à convaincre. Et voilà, après il y a eu vraiment c'est des personnalités très différentes, donc aussi des rapports très différents à ce genre de choses. Par exemple, on parlait d'Abel Ferrara, qui lui a été très simple à convaincre, et qui a été très... contrairement à l'image qu'il peut avoir, très accessible et très, très, très généreux dans le tournage. Après, ça a été plus difficile même d'un point de vue logistique à cause de la pandémie, où on n'a pas pu rencontrer Naomi Kawase, donc on a dû faire tout via Zoom ou via même les tournages. Elle est restée au Japon, nous on était en Corée du Sud. Virtualité, ouais. Voilà ça, donc on a dirigé les tournages comme ça via une équipe à distance, que ce soit elle donc, qui est restée au Japon, ou Chai Min-young qui est restée à Taïwan. Et voilà, mais ça s'est très bien passé. Ensuite, certains, par exemple, il y a un épisode coréen avec Myung-Se Lee, qui est un réalisateur coréen
qui faisait partie de la première vague comme ça des réalisateurs coréens qui ont travaillé à l'étranger, qui lui s'est très investi jusqu'à co-réaliser l'épisode, parce que lui c'était vraiment un projet sur son enfance qu'il voulait mettre, qu'il a voulu réaliser plusieurs fois. C'était le premier film qu'il voulait faire, et puis ensuite, tous les 10 ans, quasiment, il essayait de le relancer en échouant à chaque fois. Donc lui, s'est vraiment investi jusqu'à décider énormément de choses en termes de design et de mise en scène. Mais par contre, oui, Abel Ferrara, lui, une fois qu'on avait l'interview, il nous a entre guillemets, il nous a dit faites votre truc et on se revoit après. Mais qu'est-ce qui vous intéressait dans ces films qui n'ont pas eu lieu? Est-ce que ce sont des films qui participent comme de l'histoire de cinéma en creux, qui participent aussi à eux, qui se voient, qui a des conséquences dans les films d'après qu'ils ont pu réaliser? Oui, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que c'est pour un film qui se fait, il y a 10 projets qui se font pas, et donc souvent on trouve une forme de porosité entre les films qui n'existent pas et ceux qui finissent par se faire. Et alors qu'il y a même des listes qui circulent à Hollywood et autres de projets qui n'ont pas encore trouvé preneur. Il y a des livres, il y a sur les films, les plus grands films jamais faits. C'est vraiment comme vous dites, une sorte d'histoire du cinéma en creux de films fantômes. Et pour chacun, on voyait que c'était tel projet qui finalement... Naomi Kawase, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle venait de faire un film à grand succès, mais qui était très très typique de sa patte de réalisatrice, et qu'ensuite elle avait ce projet-là, qui pour le coup était une comédie noire, donc très différent de ce qu'elle avait pu faire avant, et c'est un peu le succès de son film précédent, un peu inattendu. L'ex de Tokyo. Voilà, c'est ça. Et donc qu'il a fait peut-être reconsidérer ce film qui s'appelait Odebu, qui était une sorte de comédie sur une jeune femme obèse qui faisait une road trip dans le Japon, et qui était un peu cruel et donc assez différent de l'esprit de ce qu'elle avait fait avant, de se dire peut-être qu'il faut que je fasse un film plus proche des délices de Tokyo, parce que finalement il y a d'un seul coup ce succès qui était inattendu, et est-ce qu'il faut que je fasse une comédie très différente de ce que je faisais avant. Et donc elle a fait un film qui reprend presque des éléments de narration du film qu'elle n'a pas fait, mais dans un style beaucoup plus proche de son cinéma traditionnel. Donc ça, par exemple, Catherine Hardwicke qui a travaillé sur The Monkey Ranch Gang, qui est un peu un de ces films comme ça, adapté d'un livre culte des années 70, qui est passé de main en main sur 40 ans, qui a réutilisé des éléments autour de la contre-culture dans ses autres films. Le gang de la clé à la molette, le livre. En français, ouais. Et donc voilà, qui fait partie de projets comme ça, de ces livres cultissimes, et qui ont... Parce que Robert Redford a essayé de le faire, il y a eu au moins une dizaine de réalisateurs attachés au projet, et le film n'existe toujours pas d'ailleurs. Il y a Est-ce que vous avez été inspiré par le Dune de Jodorowsky, qui est le grand film qu'il n'a jamais fait, mais sur lequel il a beaucoup parlé, il a beaucoup finalement livrer son univers visuel? C'est un documentaire qui est important pour nous, pas comme point de départ de la série, mais qui faisait partie évidemment des références et des choses. On a suivi Don Quichotte de Terry Gilliam, des choses comme ça. C'est ça, mais on les a d'ailleurs proposés à chaque fois la série, mais effectivement eux ont déjà beaucoup parlé de ce sujet-là. Je regardais il n'y a pas longtemps une interview de Jean-Pierre Jeunet où il disait que chaque réalisateur, il fallait qu'il ait un film en noir et blanc, un film à Hollywood et un film qui s'est jamais fait. Donc c'est vrai que je pense assez juste. Il y a un peu le parcours du combattant de chaque cinéaste dans leur carrière. Voilà. Mais ces fantômes, vous les rendez un peu plus présents en tous les cas. On espère. Et vous les partagez aux spectateurs. Ça sera donc l'intégrale de la série, et donc au TNB pour le festival Travelling, et puis la journée Made by confiée donc à Atlas. On a compris alors 5V, 5, là où on parle, sera un joueur professionnel qui ouvrira le festival Travelling. Clément Deneux et Oriane Hurard, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'était un podcast donc réalisé par Arnaud Vasmer, avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling. Et puis vous pouvez retrouver tous les renseignements pratiques, les horaires, les dates, les lieux sur le site internet de Clair Obscur.